On va parler déjà du concept de lier un sportif avec le concept de créer sa propre shoe. Ça existe déjà chez Adidas, Adidas, etc. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien. Toi, tu amènes ça sur le tennis. Qu'est-ce que tout de suite, ça prend tout de suite chez Adidas? Est-ce que tu dois quand même travailler sur la campagne, les convaincre? Non, et en ensuite... fait, c'est quelque chose d'assez naturel chez Adidas. Il faut aussi se souvenir que l'une des baskets les plus vendues dans le monde, c'est la Adidas Stan Smith. C'est une chaussure de tennis. Bien sûr. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... des fois, il ne faut pas aller trop loin. Hein. Grave. Des fois, les choses les plus simples, elles sont devant tes yeux. Tu as eu accès aux archives et tout? Hein? Tu as eu accès aux archives et tout? Parce que ça, c'est un truc qui fait rêver. Ouais, je comprends que ça fasse rêver. Moi, j'étais pas ça. Moi, j'ai jamais été un sneakerhead ou ça m'a jamais. Donc, moi, j'ai envie de construire. J'ai envie de faire quelque chose, quoi. Et on a tellement d'opportunités quand tu travailles pour ces marques. Tu peux pas juste être un employé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un entrepreneur. Et dans toutes les boîtes où j'ai été, j'étais un entrepreneur. Donc, on commence à travailler, et donc je commence à faire un plan. Je dis on va travailler avec Novak Djokovic, on va travailler avec d'autres athlètes, etc. Tu soumets ça à chaque fois? Ouais, je soumets ça. Je soumets ça à l'équipe, parce qu'on avait le patron du tennis aussi. Et comme j'avais prouvé avant, c'était hyper simple à chaque fois, tu vois. Et tous mes plans, j'avais un backup financier, j'avais un backup de distribution, c'est-à-dire que j'arrive pas juste avec une idée. J'arrive avec... Tu fais un business plan. J'arrive avec un business plan. Je passe des semaines à bosser le business plan avant même de parler d'idée. C'est l'entreprise dans l'entreprise. Exactement. Donc en fait, et ensuite je rencontre Novak, que j'avais déjà vu avant, et lui il est à fond. Et puis on enchaîne. Et puis la catégorie, je pense qu'on a doublé le chiffre. Dans la période où j'étais. Dans la sneaker? Ouais, dans le footwear. Mais pas juste grâce à moi, parce qu'il y avait un contexte de marché qui était important. La marque était aussi en progression. Donc, et puis le push que nous, on a fait dans la catégorie. J'ai juste une petite question. Quand vous choisissez un athlète, à ce moment-là, est-ce que tu as le droit d'aller chercher hors égérie Adidas? Ou est-ce que tu es obligé d'aller chercher dans les égéries Adidas? Non, parce qu'on a signé des athlètes en fonction de la stratégie produit qu'on voulait aussi. D'accord. Si on veut développer un produit spécifique pour les Américains, il nous faut un joueur américain, etc. Mais je pense que le pic d'expérience que j'ai eu chez Adidas, c'est quand j'ai travaillé avec André Agassi. Travaillé avec Agassi? Ouais, donc ça c'était vraiment le truc le plus fort. André Agassi a été lâché par Nike pendant 3 ans. D'accord. Donc le patron du sport marketing de chez Adidas l'a signé pour développer une académie à Las Vegas. De tennis? De tennis. Pour les grands joueurs de tennis, pour off-saison, ils vont à Las Vegas et ils s'entraînent avec lui et tout son team. Parce qu'André Agassi, elle a un team assez énorme à Las Vegas. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une chaussure de cross-training tennis avec lui. Putain, mais comment tu développes une chaussure de cross-training? Donc en fait, ce qui est important, c'est que quand tu fréquentes les athlètes et que tu voyages, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'ils passent le plus de temps en salle que sur un cours de tennis. Parce que le sport est devenu hyper physique. D'accord? C'est-à-dire que Nadal, c'est un athlète. C'est pas juste le meilleur joueur de tennis. C'est un athlète. C'est un athlète. D'accord? Les heures qu'il passe en salle sont assez importantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'entraîne avec des chaussures de running. Mais le tennis, c'est un sport de mouvement latéral. Et donc, une chaussure de running, ça ne te supporte pas. D'accord? Et donc, il passe de la salle de sport au cours de tennis. Et donc, en fait, ce que j'ai développé, c'est une chaussure de running mixée avec une chaussure de tennis, c'est-à-dire la souplesse, la flexibilité, mais avec le support. Donc, on a créé cette chaussure qui s'appelle la COD, Change of Direction, Adidas. Nice! Et donc, j'adore le nom. Et donc, je leur ai dit, je veux le faire avec André Agassi. Donc, je suis parti une semaine à Las Vegas chez lui. Et on a bossé ensemble, on a finalisé le truc, on a shooté ensemble. Et ça, c'était mon rêve. C'est un truc de ouf. Ça, c'était mon rêve. Et donc, je l'ai fait. Et puis, ça ne s'est pas vendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était trop en avance. C'était pas quelque chose... On était trop en avance, je pense. C'était au début des années 2000, ça? Non, c'était 2009. Ouais, 2009. Mais justement, j'allais te demander, moi, là tu dis ça s'est pas vendu. Est-ce que toi, tu t'occupes à ce moment-là aussi bien de la conception jusqu'à ce qu'on raconte en termes d'histoire? Ouais, je fais tout. Tout. Le storytelling aussi? Ouais, je fais ce qu'on appelle le concept to consumer. C'est-à-dire que l'idée de base
jusqu'à l'exécution marketing en magasin. Ah ouais, tu faisais tout. Ouais, donc, du coup, ta team, est-ce que tu peux me redire un peu comment elle se constitue? Je sais que tu as un designer. Non, j'ai une équipe de design, une équipe de développement qui fait le lien avec l'usine et qui développe le produit, une équipe marketing, et après les équipes commerciales qui sont dans les pays. Ok. Donc voilà. Et donc ça s'est pas vendu, mais ça n'a pas altéré l'excitation que j'ai eue sur ce produit, parce que encore aujourd'hui j'y crois. Mais je pense que c'était juste pas le moment où... tu le vois sur d'autres domaines. Aujourd'hui, on va parler de Nike qui a fait une paire de baskets qui était training, exactement. Donc exactement. c'était complètement dans le truc. Parce que l'idée c'était il faut toujours trouver des nouveaux segments de marché. D'accord. Une fois que tu as ta chaussure de terre battue, une fois que tu as ta chaussure de terrain dur, tu as tes différents prix. Tu as des pressions parce qu'il faut que tu progresses de 15, 20, 30% par an. La seule façon, c'est d'ouvrir de nouveaux marchés. D'accord. L'idée, elle est venue de là. Quel nouveau marché on allait ouvrir? Mais c'est très intéressant parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas ce genre de choses. Genre, ils se disent pas, par exemple, voilà, on a le tennis, on a les différents trucs, ou alors le basket, mais qu'est-ce qu'on va créer pour continuer à faire en sorte que les gens achètent nos produits et prennent des parts de marché? Faire en sorte... En fait, il y a deux axes qui sont importants. Le premier axe, c'est que, tu sais, il y a cette expression de Gary Vee, tu connais, où il dit « We are in the business of trading attention ». Ça veut dire qu'en fait, tu es dans le business qu'on parle de toi. C'est ça. Ce que tu veux, c'est qu'on parle de toi. Et pour qu'on parle de toi, il y a deux choses. C'est soit tu racontes du storytelling de brand, soit tu racontes des histoires de produits. Et produits, il faut que tu sois dans l'innovation constante. C'est-à-dire que même si les trucs qui ne marchent pas et que c'est juste beau, ça suffit, on parle de toi. Et donc en fait, c'est l'approche de toutes tes marques aujourd'hui. C'est ton budget com. Voilà, c'est ton budget com. Et le produit, c'est un vecteur marketing. C'est intéressant. Parce que là, c'est une vraie juice. C'est que, après, déjà toutes les marques, parce qu'il faut aussi qu'on parle à notre audience, toutes les marques ne peuvent pas se permettre de faire ça. Il faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir le faire. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que du coup, quand tu réfléchis à la construction d'une marque, à son identité, tu as vraiment deux dimensions, tu vois. Et tu as vraiment cette dimension de on prend du terrain, on est finalement au forefront de l'innovation, entre guillemets, et même si des fois tu arrives et tu tapes un peu trop tôt, la vision qu'on a de toi, c'est quand même se dire ils arrivent toujours avec Nino, ils ont toujours ce truc-là. Et derrière, tu as tes classiques qui viennent et qui pètent le marché. Bien sûr. Putain, c'est fort. C'est archi intéressant parce qu'il y en a. En fait, on se rend pas vraiment compte. On va dire ouais, mais Adidas, ils ont sorti ça a pas marché. Oui, mais tu parles d'eux, donc ça veut dire qu'ils sont dans ta tête. Est-ce que ton passage chez Adidas a transformé ta façon de réfléchir la marque, la création d'une marque? Ou est-ce que, au contraire, tu t'es dit, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille ailleurs parce que ma vision est différente et donc il faut que j'aille ailleurs pour pouvoir l'exprimer? Je pense que Adidas, ça a été mon école de commerce. Mon école de marketing. Je pense que après avoir quitté Adidas, c'est là où j'ai pu mettre en place vraiment une vision. On parlera de Puma tout à l'heure. Mais ouais, c'était ma plus grande école parce qu'il y a un autre truc aussi que j'ai appris chez Adidas. J'ai appris la politique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est important. J'ai appris la politique, j'ai appris les rapports d'influence, j'ai appris être dans les cercles. J'ai appris être dans les cercles à mes dépens parce que j'y étais pas. Ok, très intéressant. Ça nous fait penser à Rudy Vell-Charles qui nous parle du network et de l'importance du network dans la musique. Et c'est un peu ça que tu nous dis là. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que je sais pas du tout. Quelle est la politique justement dans ce genre de maison entre guillemets, donc dans une boîte comme Adidas ou autre finalement? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des groupes de personnes qui sont bons ou moins bons, qui gèrent la marque. D'accord. Et une boîte comme Adidas, tu peux avoir 15 personnes. Et ces 15 personnes, ils ont tous un cercle. Et il faut apprendre à faire partie de ces cercles. Soit tu le fais partie de ces cercles parce que tu as vraiment une amitié qui se développe et une amitié organique et qui n'est pas intéressée. Soit tu fais partie de ces cercles
parce que tu fais bénéficier ton cercle. Ouais. Donc en gros, c'est quoi? C'est que tu es le meilleur et ils peuvent jouir du fait que tu es le meilleur, quoi. J'ai appris, moi, chez Adidas, que le plus important, c'était pas que moi je brille, mais que mon boss brille. Ok, que tu le fasses briller. Voilà. Si je fais briller mon boss, ça revient vers moi, naturellement. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai fait briller mon boss et il est monté, je suis monté avec lui. D'accord? Mais j'ai eu une expérience où j'étais tellement fier parce qu'on avait vendu 1 million de paires d'une chaussure et j'ai fait un mail à tous les gens qui étaient qui étaient responsables et les managers, etc. Et mon boss n'a pas du tout aimé parce que c'est lui de le faire. Et là, c'était une vraie leçon. Tu l'as senti comment est-ce que tu as senti? Il parlait plus, genre. Il me parlait plus, ouais. Ah vraiment? Il s'est dit tu veux être le calife à la place du calife. Ouais, je pense que c'est ce qu'il pensait. Je pense que c'est ce qu'il pensait. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait avec une approche machiavélique. Hein. Je l'ai fait parce que j'étais tellement fier du travail de l'équipe et je voulais le partager à tout le monde. Parce que je sais que lui, il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas fait. Et moi, j'avais envie que tout le monde soit récompensé et par la considération. Parce qu'en fait, à la fin, ce que les gens veulent, et ça c'est dans la vie en général, les gens ils veulent juste être considérés. C'est clair. Voilà. Et quand tu donnes de la considération aux gens, eh ben, ton rapport aux gens il change. D'accord? Et moi, j'ai toujours été un team player. Et donc, je donne beaucoup de considération encore aujourd'hui avec tous les gens que je travaille. Et je pense que c'est important. Et des fois, quand les gens ils n'ont pas le même mindset, ils peuvent le prendre comme un affront, comme une tentative de disrespect. Voilà. Mais enfin, ça n'a jamais été dans ma personnalité et je l'ai jamais fait dans cette idée. Du coup, il y a un des trucs que tu as appris au niveau de la politique. C'est quoi la deuxième leçon que tu aurais à partager avec nous? Que l'intérêt de la marque, c'est pas forcément l'intérêt du collectif. C'est-à-dire que l'intérêt de la marque n'est pas forcément l'intérêt individuel. D'accord? Ce qui se passe dans ces grosses organisations, c'est que tu as des gens hyper carriéristes, où le seul intérêt, c'est eux. D'accord? Un exemple assez simple, c'est que moi, par exemple, mon business unit, avec mon équipe, on devait progresser de 20%. D'accord? Moi, je leur dis, on va faire 30%, on va tout déchirer. D'accord? Et mon boss me dit, non, on fait que 20. Parce que si on fait 30, l'année prochaine, ils vont donner encore plus 30. Ah oui. Tu vois? Mais moi, je dis, non, on va faire 30. D'accord? Et il m'a dit, non, slow down, ralentis la progression. Et en fait, tu comprends pas. C'est comme, moi, j'ai une attitude d'entrepreneur. Moi, si je peux faire plus 100, je le fais. L'année d'après, si tu n'arrives pas à faire autant, tu fais comment? C'est parce qu'après, ils vont dire, ok, tu fais 30%, bah là, il faut que tu fasses 40%. Non, parce qu'il y a un contexte dans les 30%. Aujourd'hui, si on fait plus 30%, c'est qu'il y a un contexte de marché qui va faire qu'on va faire 30%. Parce qu'on va lancer un truc. Mais tu peux faire 30% et l'année d'après faire plus 20%. Sur les 2 ans, tu es à plus 50. C'est ça. Et moi, je pense qu'il y a aussi cette idée de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'excellence. C'est que quand tu es dans un contexte où, d'une part, tu as cette mentalité d'entrepreneurial et d'autre part, tu as cette idée d'excellence, parce que finalement, tu veux, entre guillemets, tout défoncer, tu vois. C'est normal que tu comprennes pas, parce que tu te dis, attends, mais je comprends pas, parce que lui, il devrait vouloir faire encore plus, tu vois. Mais à partir du moment où tu rentres dans un engrenage carriériste, où tu te dis, ouais, mais attends, je vais garder mon poste, je veux continuer à travailler sur mes progressions, ma vision, c'est on va faire plus 50 sur 4 ans. Tu vois, et donc c'est une mentalité complètement différente. Exactement. Et moi, j'ai jamais eu une approche carriériste. C'est-à-dire que j'étais pas en train de me battre pour le job au-dessus. J'avais une vision beaucoup plus importante où, quand j'étais chez Adidas, je savais que j'étais en développement, que j'étais à l'école. Donc j'essayais plein de trucs. D'accord? Parce que je me suis dit, ok, de 20 à 30, tu es encore à l'école. Et après, là, ça rigole plus. D'accord? Donc, j'étais sur cette idée-là. Et puis après, chez Adidas, ça commençait à se tasser. Il n'y avait pas grand-chose que je voulais faire d'autre.
En dehors du tennis? En dehors du tennis, parce que j'étais dans cette bulle. J'étais tellement habité par ce sport que il n'y avait rien d'autre qui m'est vraiment intéressé. J'aurais pu aller chez Adidas Originals, mais ça ne m'intéressait pas. C'est une catégorie qui a bien augmenté, Adidas Originals. Ah ouais, Adidas Originals, j'y étais quand c'était au tout début, et c'est le début du sport lifestyle. Hein, c'est le début du sport lifestyle. Mon téléphone sonne et c'est Nike qui appelle. Ok. Nike appelle et... Tu es encore en poste chez Adidas? Je suis toujours chez Adidas. Okay. Donc chasseur de tête m'appelle, chasseur de tête interne, et on me demande de venir à Amsterdam, à Hilversum, où ils ont leur bureau, pour faire connaissance. Donc j'y vais. Pour faire connaissance. Donc j'y vais et je suis vraiment impressionné. C'est-à-dire que même le siège européen est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais c'est vraiment impressionnant. Et puis c'est Nike. Ils sont réputés pour avoir un très très bon accueil. Et puis c'est Nike. Et donc j'arrive et tapis rouge. Vraiment tapis rouge, j'étais vraiment impressionné. Et après j'ai compris qu'ils le faisaient à tout le monde. Je pensais que c'était que pour moi, mais non, ils font à tout le monde. Et on me dit, on n'a pas de job pour l'instant, mais on te veut chez nous. D'accord ? Mais ils savent pas où. Ils savent pas où. Ils voulaient me rencontrer et ils présentent mon profil aux différents patrons de unit. Donc je rentre chez moi, à la maison en Allemagne, je vais chez Adidas, normal. Et 3 semaines après, on m'appelle, on me dit c'est bon, on a un job pour toi. C'est le patron de Nike 6.0, qui était le action sport de Nike. Skate, surf, snowboard, c'est ce que tu kiffes en plus. Voilà. Et c'était mon premier amour. C'était le premier amour. Donc je me dis, attends, c'est le job lourd, de rêve. Lourd. Et donc c'était pour faire quelques temps aux Pays-Bas, pour aller à Portland après. D'accord. Donc aller bosser à Portland chez Nike, c'est le rêve de beaucoup. Et mais Nike, pour moi, à part Nike SB, Skate, ils font, enfin, je vois pas grand chose. Non, parce qu'ils ont arrêté le 6.0. Ils l'ont arrêté. Et donc j'ai mon package sur la table, tout va bien, le package est assez important. Et mes enfants sont dans une école internationale, et l'avantage de l'école internationale, c'est que c'est un need network. Parce que tous les parents, ils ont des jobs hyper forts. D'accord ? C'est un truc privé ? C'est une école privée. Et ma femme est liée d'amitié avec la femme d'un des board members de Puma. Qui était le patron de Nike Europe pendant une dizaine d'années. Et donc, la force du network. Et donc ma femme me dit, attends, je vais t'organiser un déjeuner avec lui et tu vas le voir. Donc je vais le voir pour lui demander d'évaluer mon package pour voir si je peux pas négocier plus. Tu vois ? Et il commence à parler. Avant d'arriver sur la question du package, je parle de moi, ce que je fais. Il me pose plein de questions. Et il me dit, mais pourquoi tu veux aller chez Nike ? Je dis, parce que Nike, c'est la plus grosse marque de sport. C'est Nike. Et il me dit, mais pourquoi tu veux quitter Adidas ? Je dis, je veux quitter Adidas parce que c'est hyper structuré. Ce que je recherchais à l'époque, je l'ai eu à overdose. Mais il me dit, mais si tu vas chez Nike, ça sera encore plus structuré. Tu auras encore moins de marge de manœuvre parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont impliqués. Et il me dit, mais pourquoi tu viens pas chez Puma ? Moi, j'ai jamais considéré Puma, à part quand j'ai envoyé ma lettre au tout début. Et qu'on m'a dit non. J'ai jamais considéré Puma comme une marque pour laquelle j'allais travailler. Et donc il me dit, écoute, ton package Nike, il est très bon. Tu peux négocier à 5% de plus, mais bon. Mais moi, je peux te proposer un job d'entrepreneur chez Puma parce qu'il y a tout à faire. Avec le même package plus. Mais le package, il était plus important. Tu vois, ce qui était important pour moi, c'était la tâche. Ce que j'allais faire, d'accord, et la liberté que j'aurais. Et donc je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi, et il me dit, par contre, je peux pas te donner de job avant 2 mois. D'accord. Ça veut dire qu'il fallait que je dise non à Nike et attendre 2 mois pour avoir un job chez Puma, ce qui n'était pas sûr. C'est clair, c'est quand même c'est risqué. C'est risqué de ouf. Et ben j'ai dit non à Nike. Alors que c'est-à-dire que le mec il aurait pu revenir te voir et te dire c'est mort. Ouais, il aurait pu. Mais le meeting que j'ai eu avec lui, le déjeuner que j'ai eu avec lui,
j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait se qu'il faire. était vraiment, vraiment chaud. Ouais, j'ai senti qu'il était vraiment, vraiment chaud. Et il a utilisé les bons mots, il a utilisé entrepreneuriat, il a utilisé il y a tout à faire, l'histoire de la marque est énorme, etc., etc. Et donc j'appelle Nike. Et Nike me dit, mais pourquoi tu vas aller où? Je dis, mais j'attends une offre de Puma. Et il me dit, ils ont dû être dégoûtés. Non, ils ont dû se dire, mais il est bête, il est fou. Il me dit, il est fou. Tu vois, mais bon, j'ai tenu. Donc j'ai dit non à Nike. Et puis pendant 2 mois, j'étais comme ça. J'étais en panique. Parce que je me dis, imagine le mec, il se fait virer. Tu vois? Mais t'es encore Adidas du coup. Ouais, je suis encore Adidas, mais j'y suis plus. Ça allait plus. C'est-à-dire que physiquement, j'y suis, mais à l'intérieur, c'est fini. C'est fini. Tu vois, je m'étais séparé émotionnellement de la marque. Et donc, il m'appelle, comme prévu. Et il me propose le Head of Sales Global Accessoires. Donc, chaussettes, sacs et casquettes. Tu restes dans ce que tu faisais chez Adidas. Et en fait, c'était génial pour moi parce que je me suis dit, c'est le même parcours quand j'ai commencé chez Adidas, dans un job qui n'est pas trop exposé, mais avec assez de pouvoir pour pouvoir aller faire les choses. Donc je suis arrivé à ce job et c'était un job commercial. C'est-à-dire que j'ai jamais fait ça avant. Et j'en avais besoin. D'accord ? Parce que j'ai fait du merchandising, j'ai fait du marketing, j'ai fait du produit, j'ai fait du développement, mais j'avais jamais fait sales. Et ce qui est génial, c'est que mon expérience en sales, c'est pas vendre aux clients, mais c'est de construire des stratégies commerciales pour que les pays puissent vendre. Donc des stratégies commerciales par pays ? J'ai fait stratégie commerciale globale et par pays. Mais par pays, j'ai fait 5 pays. Parce que les autres y suivent. Et donc, je commence à faire ça et je mets en place une opération commerciale back to school en septembre sur un sac à dos. D'accord ? Et le sac à dos, c'est un marché énorme pour la rentrée des classes. D'accord ? Moi, je me rappelle du fameux sac avec écrit Puma en gros, genre le classique. Donc, en fait, tu vas chez Courir, Go Sport, n'importe quelle distribution dans le monde, tu as en tête de gondole le sac Adidas, le sac Nike, le sac Puma, le sac... d'accord ? Et ça, c'est la bataille. D'accord ? Et donc, il y a 2 facteurs qui sont importants, qui sont le sac en lui-même, le design et le prix. D'accord ? Parce qu'en prix, tu es sur du 29,90 ou du 39,90. D'accord ? C'est ton prix. La campagne marche plus ou moins bien. D'accord ? Notre sell-out, il n'est pas... Je pense qu'on devait être à 40% ou 50%, ce qui est peu sur cette période. Et donc, on m'a demandé de faire un rapport dessus. Et mon rapport était clairement sur... On a le même sac qu'Adidas et Nike. D'accord ? Mais la seule différence, c'est le logo. Et la valeur émotionnelle que notre logo dégage versus Nike et Adidas. Et je dis, elle est là. Et surtout, dans l'accessoire, tu le vois plus. C'est-à-dire que le mec qui porte une casquette Nike ou le mec qui porte une casquette Puma, il le porte pour une raison. Tu vois ? C'est parce que le logo, il veut dire quelque chose. Est-ce que tu peux aller plus dans le détail de ce que tu es en train de dire ? C'est-à-dire, factuellement, quand tu avais un jeune homme ou une jeune femme avec le logo Puma, c'était souvent quoi ? Tu parles de qu'il soit écrit, que ce soit l'icône. Oui, le logo. Le logo en général. Le logo, donc voilà, avait une connotation moins forte. Exactement. Connotation moins forte. La marque n'était pas associée au cool. D'accord ? C'est pas cool d'avoir un sac à dos. C'est vrai. D'accord ? Je te parle il y a 10-12 ans. Il y a 20 ans, avoir un sac à dos Puma, ça aurait été cool parce que c'était l'époque de la Mostro, de la Speedcat. La marque était vraiment, vraiment forte. Et puis, elle a perdu tout ce cool factor. C'est vrai que c'était, même dans nos têtes, c'était en gros, c'était la 3e, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la 3e de la classe. Voilà. Non, c'était la 4e après Reebok. Voilà, c'est Reebok, exactement. Donc, si tu as 3 sacs à dos, c'est le même prix, eh ben, tu vas pas choisir Puma. Tu vois ? Et donc, clairement. Et après, donc, quand l'équipe de foot du Cameroun a commencé à porter Puma, là, c'est devenu ouf, là, normalement. Effectivement. Mais ça, c'était bien avant. Et donc, je leur fais le rapport et je dis qu'il faut qu'on fasse un travail sur la marque. Ils avaient conscience qu'il y avait un travail de marque à faire, mais qui n'avait pas été fait correctement. Et donc, moi, j'étais en board meeting et je dis... si vous me laissez 2 mois, je reviens avec une stratégie de marque. D'accord ? Donc, tu es vraiment retourné à la genèse, genre de restructurer la marque. Exactement. Et donc, on m'a dit OK.
on te revoit dans 2 mois, on pose la date sur le calendrier. Je peux te faire une petite pause, juste parce que c'est extrêmement important. Ici, vous avez l'exemple d'une marque Puma, énorme, des années, qui revient à la genèse pour faire finalement le B.A.B.A. qui est de restructurer le message et tout ce qui concerne la marque, de l'identité à tout ce que vous voulez. Une remise en question. Une vraie remise en question. Nous, on côtoie des marques tous les jours qui sont beaucoup plus jeunes et qui pensent que ce travail-là est un travail qui sert à rien. Non. Ouais. Et là, vous voyez l'importance de cette marque-là parce que c'est celle qui vous ce travail-là vous protège sur le long terme. Sur le long terme. Exactement. Je te laisse reprendre. Exactement. Donc pendant 2 mois, je travaille sur un axe en particulier qui est lifestyle fashion, influenceur, collaboration. Ok, donc déjà, quand tu leur dis dans 2 mois, je peux revenir avec une marque, ils disent OK. Ouais, ils me disent OK. Ils me disent OK parce qu'on est dans un contexte où la marque elle a vraiment besoin d'un électrochoc. Ouais. Et c'était mon opportunité. Et c'est pour ça que j'ai choisi Puma. J'ai choisi Puma parce que je savais qu'il y aurait une opportunité. OK. Et donc je l'ai saisie, et c'était le moment où il fallait la saisir. Donc je leur propose de faire ce plan, et pendant 2 mois, je pars, je voyage dans le monde entier, je rencontre des gens incroyables, et le fait que je vienne de Puma, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc j'ai rencontré les sneakerheads à Tokyo. Attends, mais déjà, comment est-ce que tu dis... Ok, c'est-à-dire que c'est quoi ton plan? Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu bouges et tu commences à voyager dans le monde entier. J'avais déjà l'idée de créer une boîte dans la boîte, où ça serait un espèce de lab, lifestyle fashion, où on ferait des collaborations et on raconterait l'histoire de la marque via les produits héritage de la marque. C'est-à-dire revenir vraiment en arrière et raconter une histoire. Et il y a une phrase qui est assez simple, c'est let cool people say how cool you are. C'est-à-dire que si toi tu dis que tu es cool, généralement ça marche pas. Si les gens parlent de toi, d'où la collaboration. Et donc je me dis c'est ça mon axe. Et maintenant, il va falloir que je me build mon network, je back up toute ma stratégie avec des interviews avec des gens importants. C'est là où j'ai rencontré Greg et Jay, qui ont été un espèce de catalyste pour moi pour développer cette stratégie. Et 2 mois après, je reviens, je présente un plan. Et mon plan, c'est de créer une organisation de 12 personnes basée à Londres, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer. On va créer des produits qui sera très footwear based. On a fait du textile, on a fait des accessoires aussi, mais revenir à l'essence de la marque qui est la chaussure, le sport, mais aussi la mode, parce que Puma était la première marque à signer une collaboration dans la mode. En 98, c'était Puma Jil Sander. La première collaboration sport-fashion. Puma a créé une industrie de sneaker fashion, c'est Puma qui l'a créé. Et donc en fait, moi je suis juste revenu en arrière, mais j'ai modernisé le ton, le narratif de la marque. Le storytelling. Et le truc le plus excitant pour moi, c'était de créer une équipe. Oui, j'allais dire, comment tu as créé ton équipe du coup? Et donc en fait, j'ai créé une équipe. Sur les 12 personnes, il y en avait 4 qui étaient déjà chez Puma, que j'ai sélectionné. Sous quels critères genre... Vibe. Vibe. Voilà. Parce que quand tu crées, c'est une espèce de start-up. C'est-à-dire que quand tu travailles avec des gens, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des pleurs, il y a des cris. Donc c'est important d'avoir une connexion avec ces gens importante, parce que tu vas passer des moments qui sont durs, super agréables et super durs. Et surtout, moi, j'avais une pression, c'est-à-dire que le board m'a donné cette mission. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas fail, je ne peux pas échouer. Donc, et donc, j'ai recruté des gens de chez Adidas, j'ai recruté des gens de chez Nike, j'ai recruté des gens un peu partout. Et comment tu fais justement pour aller chercher les meilleurs? Tu viens de Adidas, bon, c'est un bon Adidas Puma, tu as un beau nom derrière. Qu'est-ce que tu dis? Quelle histoire tu racontes finalement pour leur donner envie de te dire ok, je vais bouger et je vais venir créer ça? En fait, je raconte pas d'histoire, je leur dis juste est-ce que vous voulez créer l'histoire? Parce que on a carte blanche. C'est ça, je pense que c'est carte blanche qui fait kiffer les gens. On a carte blanche, j'avais aucune pression, j'avais aucune directive. On m'a dit do your thing. Qu'est-ce que tu promettais toi du coup au COMEX? Qu'est-ce que tu leur promettais? Moi, je leur ai pas promis du chiffre.
parce que je l'ai vendu comme une plateforme marketing. Ok. Et dans le marketing, il y a deux aspects. Tu as consumer marketing, qui est visuel, campagne, etc. Et tu as product marketing. Le produit lui-même, c'est un objet marketing. D'accord? Et l'un et l'autre peuvent être une chose, mais tu peux aussi dissocier les deux. D'accord? Donc je l'ai vendu comme brand and product marketing platform. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vendu. Et en fait, on a surpassé les attentes parce que non seulement on était une plateforme marketing, mais on a généré énormément de chiffres. Aujourd'hui, c'est une très grosse partie de la marque. Les collabs. La partie collab, la partie select, parce que ma team, elle s'appelait Puma Select. Et c'est le lab de Puma. Aujourd'hui, c'est une bonne partie du chiffre lifestyle. Et donc, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Les collabs dont, en fait, on a commencé. J'avais pas beaucoup de budget pour recruter des grands noms de la musique, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait up and coming brands. Donc, j'allais chercher les petites marques qui avaient un vrai ton. Daily Paper, c'est vous qui avez fait Daily Paper, Brooklyn We Go Hard avec David Obadia. C'était une de mes premières collaborations qui était un carton. Et ce qui est génial, je me suis dit, ok, ce que je vais promettre aux marques, c'est ce que je vais pouvoir assumer et pouvoir délivrer. C'est-à-dire que je leur dis, vous allez venir travailler avec nous, d'accord? Ok, Puma, c'est pas hot, ok? Mais moi, je vais vous donner une audience globale comme jamais vous aurez, d'accord? Et donc, la première marque, David Obadia, Brooklyn We Go Hard, la collection l'a cartonné. C'était notre première collaboration, mais surtout, il a été ensuite après vendu en Chine, vendu au Japon, en Corée, aux États-Unis. Que des portes d'entrée. Que des portes d'entrée pour eux. Et donc, en fait, c'était un espèce de trade. Tu vois, il n'y avait pas d'enjeu financier énorme, mais c'était give and take. C'était des ouvertures de ouf. Et c'était basé sur la création. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait, c'était créatif. C'était ça le plus important. Il fallait qu'on délivre des produits différents et nouveaux. Inspirants. D'accord? Et moi, je leur donnais les clés aussi du marketing. C'est-à-dire qu'ils créent leur propre contenu. C'est-à-dire qu'ils deviennent directeurs artistiques de la collaboration. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les marques, c'est que les collaborateurs, ils n'ont pas trop de poids. C'est la marque qui vraiment... Moi, je leur donnais vraiment carte blanche. Et c'est pour ça que tu entends des fois des problèmes, des conflits internes. Voilà, j'ai pas assez de pouvoir et ils veulent tant et tout. Voilà, exactement. Ou je veux distribuer là, pas là, etc. Non, moi, c'était le créatif avant tout parce que c'était une plateforme marketing. Donc ça a vraiment bien marché. On a vendu nos premières collections. En fait,